Merci beaucoup donc de votre invitation. Tout le monde ici sait bien que l'analyse géopolitique suppose pour le moins de considérer un territoire et une population. Considérer un territoire pour la Pologne, ce n'est quand même pas très simple, dans la mesure où, notamment en raison de l'absence de frontières naturelles, c'est un territoire dont les limites ont largement varié. Il en résulte qu'à chaque fois que je pense à la Pologne, je me rappelle l'une des formulations de mon maître Alfred Sauvy, qui, dans une comparaison audacieuse, mettait en parallèle la démographie et la Pologne. Il écrivait ceci: la démographie est dépourvue de frontières naturelles, situation périlleuse et parfois tragique. La Pologne et la démographie en ont fait dans l'histoire la triste expérience. Alors effectivement, avec la guerre d'Ukraine, la Pologne, à nouveau, se trouve dans une situation géopolitique délicate, tout particulièrement à ses frontières orientales et nord-orientales avec la Russie et la Biélorussie. Et donc ceci nécessite de considérer tous les paramètres géopolitiques, y compris le paramètre démographique. Je ne rappellerai pas combien la loi géopolitique des populations permet de comprendre l'histoire contemporaine de la Pologne, et je me contenterai de préciser d'abord ce qu'il en est de la proximité entre la Pologne et l'Ukraine dans la période antérieure à 2024, avec la création d'une diaspora ukrainienne en Pologne de grande importance. Puis nous verrons ce qui s'est passé depuis 2022 en se demandant les raisons explicatives d'une présence accrue des Ukrainiens en Pologne, avant de nous interroger sur le fait qu'au fil des années, un certain nombre de Polonais s'interrogent sur cette présence diasporique, sachant que dans les toutes dernières semaines, un certain nombre de tensions mémorielles n'ont pas facilité une bonne compréhension, ou du moins une parfaite compréhension entre ces différentes populations. Et enfin, j'évoquerai inévitablement la situation de la Pologne, qui a des besoins humains qu'elle risque de ne pas pouvoir satisfaire. Donc le premier élément qui est souvent oublié, c'est que s'est-il passé avant 2022 en Pologne. Il s'est passé une chose extrêmement simple d'un point de vue des migrations internationales, c'est-à-dire que nous avons assisté à une très forte émigration des Ukrainiens. Environ 7 millions d'Ukrainiens ont quitté l'Ukraine entre 1991 et 2022. Et il semblerait qu'à peu près 1 million d'entre eux se soient retrouvés en Pologne. Donc nous avons eu d'abord un facteur de répulsion lié à un différentiel économique très fort entre la Pologne et l'Ukraine. Grosso modo, le PIB par habitant de l'Ukraine et de la Pologne est le même en 1991. 30 ans plus tard, l'écart est de 1 à 3 entre les deux pays. Donc, dans ces conditions, il y a la gouvernance de l'Ukraine qui n'a pas été satisfaisante pour permettre son développement et, comme chacun le sait aussi, un niveau de corruption relativement significatif. Je me permets de rappeler simplement que, allant faire des conférences en Ukraine, je demandais aux Ukrainiens quel est le niveau de corruption dans votre pays. Et il me répondait, mais chez nous, c'est pas en millions, c'est en milliards. Bon, ça donne un sentiment quand même un peu négatif, peut-être excessif, mais ce sentiment d'une réalité de la corruption était quand même très sensible. Donc une répulsion, mais aussi une attraction
pour une Pologne qui, d'une part, a une proximité géographique avec l'Ukraine, donc c'est assez souhaitable pour un certain nombre d'Ukrainiens d'aller trouver un emploi et des ressources en Pologne, parce que cela permet facilement de revenir chez soi, voir sa famille, ses amis, d'apporter aussi des biens qui ne seraient pas présents sur les marchés ukrainiens. Et puis, bien sûr, l'avantage économique lié tout simplement aux écarts de salaire entre les deux pays, mais se rajoute aussi une attraction juridique dans la mesure où la Pologne avait, dès 1991, donc, déployé effectivement des conditions juridiques qui étaient plus favorables aux immigrés ukrainiens et aux immigrés biélorusses d'ailleurs, qu'aux immigrés venant de pays plus lointains, voire de continents plus lointains. Donc voici la situation dans laquelle nous sommes en 2022, la situation donc d'une très importante diaspora ukrainienne en Pologne, et comme toute diaspora, elle est susceptible de jouer le rôle de comité d'accueil pour des ressortissants du même pays. Avec la guerre de 2022, eh bien, nous allons assister à une nouvelle émigration. Cette émigration est de nature un peu différente de la précédente. La précédente est plutôt une émigration économique. Là, il s'agit d'une émigration d'abord politique, même si elle a des aspects économiques. Et nous allons donc constater que de nombreux Ukrainiens décident de quitter des territoires où il y a de risques tout simplement pour sa survie, compte tenu d'une guerre qui s'est considérablement élargie par rapport à ce qu'a été la guerre de 2014 à 2022. Et cette émigration polonaise, ukrainienne, elle est favorisée dans la mesure où l'Union européenne a publié dès 2001 une directive qui permet de préciser des conditions de protection temporaire pour des personnes en cas d'une migration massive. Cette directive n'avait pas été mise en œuvre pendant une vingtaine d'années, et avec le début donc de la guerre, nous avons la Commission européenne qui demande l'application de cette directive, puis en mars 2022, le Conseil de l'Union européenne qui adopte à l'unanimité la décision de déclencher cette directive qui permet donc à tous les Ukrainiens qui le souhaitent, je passe sur les détails, de venir s'abriter en quelque sorte dans l'Union européenne en profitant d'un certain nombre de droits garantis, qui sont les suivants, parce qu'il est important de les noter: le fait de résider légalement, donc l'Ukrainien qui quitte l'Ukraine et qui va en Pologne, mais ou en France ou en Allemagne, etc., il réside légalement. Il peut y travailler sans passer de procédure d'asile classique. S'il a des enfants, il peut les inscrire à l'école. Il peut accéder au système de santé du pays d'accueil. Il peut recevoir certaines aides sociales. Il peut ouvrir un compte bancaire. Donc, forcément, pour un certain nombre d'Ukrainiens, tout cela a été intéressant. Et donc, ce que l'on a constaté, sachant que les premiers chiffres que l'Union européenne nous a donné sur la répartition des Ukrainiens sous protection temporaire dans les 27 pays de l'Union européenne, cette première donnée statistique est d'août 2022. En août 2022, parmi donc les 27 pays de l'Union européenne, nous avons presque 3 700 000 Ukrainiens sous protection temporaire, et dans ce total, nous en avons plus d'1 300 000 en Pologne, soit plus du tiers en Pologne. Et le deuxième pays est l'Allemagne, avec à l'époque 19%, et le troisième pays, la République tchèque. Donc on pourrait penser, en lisant ces chiffres, que c'est surtout la logique géographique qui a prévalu, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont cherché le premier pays le plus proche qui était susceptible de les accueillir. Mais lorsqu'on va un petit peu plus loin dans la connaissance des réalités, l'on constate qu'en outre,
en plus de cette directive, les pays avaient la possibilité d'élargir les droits qu'ils donnaient aux Ukrainiens sous protection temporaire. Or, il est clair qu'en ce qui concerne la Pologne, mais aussi l'Allemagne d'ailleurs, il y avait des droits supplémentaires qui ont été accordés. Par exemple, le droit de créer une entreprise. Pour la Pologne aussi, la simplification de l'inscription comme bénéficiant d'un système temporaire à travers la formule du PEDEL. Pardon, je recherche le mot exact, mais qu'importe, je vous le dirai dans le texte. Voilà. Et puis, également, dans un premier temps, pratiquement, la Pologne a mis gratuitement à la disposition de tous les Ukrainiens en situation de protection temporaire les possibilités de transport. Donc, vous voyez, des avantages un peu supérieurs à ce qu'offraient les autres pays de l'Union européenne. Et l'on peut constater, quand on détaille tous ces éléments, qu'effectivement, les 3 pays les plus intéressants pour les Ukrainiens, d'un point de vue purement objectif, c'est donc la Pologne, l'Allemagne et la République tchèque. Néanmoins, au fil des évolutions, il est vrai que l'Allemagne s'est trouvée prendre la première place de la Pologne, mais ce qui est aussi logique, dans la mesure où, en pourcentage de la population en Allemagne, ça représentait évidemment un chiffre différent. Et puis, comme vous le savez, l'Allemagne a un manque criant de main-d'œuvre. Il suffit de lire toutes les déclarations du MEDEF allemand depuis des années. Et donc, en plus, compte tenu de ce qu'est le niveau de vie, le pouvoir de financer l'aide sociale de l'Allemagne, l'aide sociale en Allemagne est plus intéressante, les aides financières en Allemagne sont plus intéressantes qu'en Pologne. Donc ça permet d'envoyer davantage de remises à sa famille restée au pays si l'on est en Allemagne que si l'on est en Pologne. Donc c'est la raison pour laquelle, je passe sur les chiffres pour ne pas vous embêter, aujourd'hui effectivement c'est l'Allemagne qui est en tête avec presque 1 300 000 Ukrainiens sous protection temporaire, et la Pologne est descendue un petit peu en dessous du million, enfin 971 000, ce qui n'est pas mal, quand même 22% de l'ensemble des éléments. Donc ce contexte est très important parce qu'il va avoir inévitablement des effets géopolitiques internes au sein de la Pologne, dans la mesure où un certain nombre de Polonais, dont le niveau de pouvoir d'achat n'est pas élevé, notre collègue en parlait très bien tout à l'heure, qui ont un certain niveau de pauvreté, eh bien, ont tendance à trouver que tous ces Ukrainiens, alors il y a les 1 million sous protection temporaire, mais il y a aussi les 1 million qui étaient là déjà avant 2022, donc ça fait quand même 2 millions. Donc que ces personnes sont un peu concurrentielles sur le marché de l'emploi, qu'en plus les Ukrainiens sont prêts à accepter des salaires peut-être plus bas parce qu'ils ont besoin de revenus et que le coût de la vie en Ukraine est moins cher qu'en Pologne, et aussi sur le marché du logement. Et donc on va assister à un certain nombre de mécontentements, et ces mécontentements, ils sont en plus accentués dans la mesure où désormais un certain nombre de spécialistes disent mais la directive européenne sur la protection temporaire n'est plus respectée. Pourquoi? Parce que cette directive, elle prévoyait au maximum 3 ans de protection temporaire. L'adjectif temporaire a quand même un sens. Or, le temporaire dure, et donc on a vu au fil des années des prolongations, et encore aujourd'hui, la Commission européenne est en train de parler d'une nouvelle prolongation qui nous porterait donc à 6 ans la protection temporaire. Alors que la logique, ce serait qu'il y ait une autre voie, en fait, de maintenir, etc. Donc le résultat de tout ceci, c'est effectivement des effets géopolitiques internes, alors que l'on a constaté d'abord, tout particulièrement, lors des législatives de 2023. Nous avons donc un parti, alors mes amis polonais vont peut-être trouver que je prononce très mal le polonais, enfin en gros qui s'appelle Confédération, voilà, qui certes n'avait pas que comme argument un certain mécontentement de cette forte présence d'Ukrainiens, mais qui néanmoins a percé jusqu'à 7% lors de ces élections législatives. Et ce phénomène
de mécontentement, il est lié aussi, comme d'ailleurs en partie en France, aux avantages donnés par l'Union européenne pour les exportations agricoles européennes qui viennent concurrencer les agriculteurs polonais comme les agriculteurs français. Donc le résultat, c'est qu'en 2023, en gros, 7% des Polonais signifie qu'ils se posent une question, voilà. Et lorsque nous arrivons en 2025, pour les élections présidentielles, ce parti Confédération donc passe de 7% à près de 15%. Et en plus, nous avons un autre parti situé encore plus à droite, un autre candidat plutôt, parce que ce sont les présidentielles, situé encore plus à droite, qui obtient 6%. Donc là, nous sommes maintenant à 21% des suffrages qui expriment des inquiétudes vis-à-vis des conditions faites aux Ukrainiens en situation temporaire et des aides sociales qui leur sont apportées, qui sont critiquées par ces partis-là. Donc c'est dans ce contexte que le phénomène semble perdurer, dans la mesure où les sondages continuent de montrer un peu une montée en cette faveur. Et en plus, se sont rajoutés les événements des dernières semaines, avec donc les décisions prises à Kiev d'honorer l'armée insurrectionnelle ukrainienne, de valoriser des militaires qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, semblent avoir eu des liens assez étroits avec les nazis, ce qui a conduit, comme vous le savez, le président polonais à retirer l'équivalent de la Légion d'honneur au président Zelensky. Et donc nous sommes là dans une guerre des décorations qui a été mise en œuvre, puisque les autres présidents ukrainiens qui avaient eu aussi cette décoration, enfin qui est une tradition dans les relations diplomatiques entre les États, ont renoncé à leur décoration, et que le phénomène est en train de se développer, puisque, vous voyez, en République tchèque, on a aussi maintenant un grand parti politique qui dit qu'il faut retirer la décoration la plus importante de la République tchèque à Zelensky. Donc, on n'est pas dans un phénomène conjoncturel, si vous voulez. On est dans une tension où remontent des phénomènes mémoriels qui créent des éléments de conflictualité entre la Pologne et l'Ukraine, et sont des événements géopolitiques dont il faut nécessairement tenir compte, avec là des fractures symboliques qui sont en train de s'aggraver. Alors, est-ce qu'on peut les mesurer? Eh bien oui, on peut les mesurer par exemple à travers les sondages, où l'on constate d'une part que la sympathie des Polonais envers les Ukrainiens, qui était encore de 51% en 2023, d'après les derniers sondages, est passée à 29%. Et par contre, l'hostilité est montée à 43%. Les différences étant ceux qui n'ont pas répondu, comme toujours dans les sondages. Et ce retournement de l'opinion, il est mesuré par un autre sondage concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Ce dernier sondage considère que 60% des Polonais s'opposent aujourd'hui à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Donc vous voyez que nous avons une montée des tensions qui, évidemment, pose tout le problème de la diaspora. C'est-à-dire, même si la diaspora ukrainienne ne fait pas de discours en faveur des décisions prises à Kiev, eh bien, elle est vue comme les Polonais, comme solidaire d'un gouvernement dont elle n'est pas nécessairement solidaire. C'est tout le problème des diasporas qui font l'objet d'une exploitation géopolitique, hein, donc c'est dans ce contexte que les tensions se développent. Et pourtant, la Pologne a toujours le même problème qui s'est accentué avec cette guerre, c'est qu'elle a redécouvert, elle le savait quand même bien, que la Russie a toujours eu une géopolitique de nature impériale à toutes les périodes de son histoire, et comment assurer sa défense. Alors assurer sa défense, ça suppose un partenariat solide. Bon, notre ami a dit ce qu'il pensait du partenariat de l'OTAN, mais bon, il reste quand même un partenariat important. La meilleure preuve, c'est que tous les pays
qui ont rejoint l'Union européenne le 1er mai 2004 ont d'abord adhéré à l'OTAN et seulement après l'Union européenne. Il faut des moyens matériels, mais là aussi, la dynamique économique de la Pologne entraîne des moyens matériels. Par contre, il faut aussi des moyens humains. Et donc, je voudrais, pour terminer, dire un mot sur cette question. Aujourd'hui, donc, la Pologne n'a plus de pyramide des âges. Du moins, elle a une composition par âge avec une forme ovale, compte tenu de la baisse considérable de sa fécondité. Aujourd'hui, elle a une des plus faibles fécondités d'Europe, moins de 1,20 enfants par femme, d'après les dernières données. Et donc, cela signifie que son hiver démographique est extrêmement intense et que les projections démographiques annoncent une baisse significative de la population de la Pologne, avec en même temps un vieillissement de la population. D'où la difficulté de trouver des ressources humaines pour satisfaire à la fois les besoins de création de richesse et les besoins de moyens humains dans la défense du territoire. Donc en conclusion, vous le savez, les mouvements de population ne sont pas neutres d'un point de vue juridique. L'émigration entraîne des diasporas qui sont, qu'elles le veuillent ou non, des acteurs géopolitiques. Et bien entendu, la Pologne est en train de voir son vivier démographique se réduire de façon très importante. Et donc, ceci ne peut pas ne pas avoir des effets géopolitiques à l'avenir. Et c'est une interrogation fondamentale qu'on ne peut pas poser lorsqu'on réfléchit au futur de l'Europe orientale. Merci de votre attention.